vous ai dit tout à l'heure qu'on avait plusieurs pépites au Congrès. En voilà une, c'est Guillaume Pitron, l'auteur de l'Enfer numérique. Vous voyez le parcours de Guillaume et que vous voyez tout ce qu'il a pu dire avec son sens scientifique de conteur, et que vous regardez par exemple le parcours d'un laïc, où comme je vous l'ai dit, il a un peu détruit le Graal de ceux qui pensent que la dématérialisation se fait sans matériel, sans matérialité, et que ça cache autre chose. On a souhaité échanger avec lui, cadrer avec Johan et lui-même pour dire, voilà, ce qu'on attend. C'était très facile. C'était open bar, comme il le dit souvent. C'est-à-dire que quelque part, il a une telle connaissance de l'expertise qu'il a des matières rares, des terres rares et de tout ce que ça peut supposer, si je puis dire, comme message renvoyé au sort de la planète au travers du digital, qu'il est vraiment, pour nous, c'est l'illustration de ce qu'on a déjà vécu tout à l'heure sous un autre angle avec Grégorio et puis également avec Carbone 4. Là, on a la référence qui nous permet d'y voir clair avec un esprit en plus de pédagogue caustique. Donc pour nous, c'est important. Il est en effet conteur. Quand je lui ai demandé comment il se définissait, il a préféré dire qu'il était journaliste, certes, mais il fait beaucoup plus que ça. C'est vraiment la référence en matière de terres rares et de tout ce qui est son parcours géographique, parce qu'il est chevillé à la géographie, puisqu'il a fait tout un tour pour aller repérer, si je puis dire, ce qui se passait en Chine et ailleurs, pour essayer de comprendre comment on exploitait les ressources pour rendre soi-disant immatériel ce qui est en fait totalement matériel. Je laisse la parole donc à Guillaume. Guillaume, encore une fois, a carte blanche pour nous faire rêver sur les sorties, sur les rebonds, thème du Congrès, qu'il peut voir dans tout ce qu'on doit se réapproprier sur le couple print digital, mais surtout sur ce qu'il connaît, c'est-à-dire les terres rares. Merci infiniment. À chaque fois que vous me présentez, je me dis j'ai une pression mais monumentale. Et c'était déjà comme ça lorsque nous avons préparé l'intervention. Je me suis dit, il va falloir que je sois à la hauteur. Il est 15h, j'ai 35-40 minutes pour pouvoir vous parler de ces sujets absolument fascinants que sont ceux de la matérialité de l'immatériel. Précision, je crois que c'est l'enfer numérique si j'ai bien compris. Non, ça marche ? Ça marche pas, hein. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous dise de changer la prochaine slide. Voilà, très bien. Nous pouvons changer la prochaine slide, comme ça je vais pouvoir me présenter. Vous m'avez présenté, je m'appelle Guillaume Pitron, je suis journaliste. Je fais ce métier pour voyager. Moi, ce que j'aime, c'est me promener au bout du monde et être un observateur direct des informations que je vais vous livrer. De la sorte, je suis à la fois un enquêteur, mais je suis aussi un conteur, mais un reporter. Et j'ai écrit un premier livre, il y a 8 ans de cela, sur les métaux rares, en montrant tout le paradoxe de la transition verte qui doit être réalisée, mais qui pourrait constitue ou génère des paradoxes, puisqu'il faut aller chercher ces métaux de la transition verte dans des pays qui ne sont pas verts. Et à la fin de cette étude, donc le livre s'intitule « La guerre des métaux rares », je citais une étude de l'université de Grenoble qui nous dit, pour tous ses besoins en métaux et en métaux, l'humanité, y compris pour ses besoins en technologie verte, l'humanité va consommer dans les 30 prochaines années autant de métaux que tous les métaux qui ont été consommés extraits du sous-sol depuis 70 000 ans. Et il y a une autre étude qui vient corroborer cela, qui est une étude de l'OCDE qui tient compte de toutes les matières premières, qui prend comme base l'année 2011. Cette étude a été réalisée en 2018 et elle se projette à 2060. Et en 2060, nous dit l'OCDE, l'humanité consommera 2,5 fois plus de ressources, toutes les ressources agricoles, énergétiques, minérales, que par rapport à son niveau de 2011. Et pourtant, on parle souvent de dématérialisation, de virtualisation de nos existences. Donc je suis allé voir mon éditeur, Aulien Quilibert, qui a titré le livre « L'enfer numérique ». Vous comprenez que ce titre ne me met pas à l'aise parce qu'il va falloir quand même être beaucoup plus nuancé que cela. Et j'ai dit à mon éditeur, Henri, mais si on essayait de clarifier le paradoxe de cette dématérialisation et si on suivait un like,
Qu'est-ce qui se passe si je vous envoie un like à 2 mètres de vous? Où va le like? Est-ce que le like traverse cette pièce? Est-ce que le like fait 8 fois le tour de la planète pour arriver jusqu'au téléphone de mon voisin? Et la véritable distance avec mon voisin, c'est pas 2 mètres, c'est peut-être 10 000 kilomètres. Et donc ça a donné lieu à ce livre. Je précise qu'il a reçu un prix de la SGDL, dont je me sens complètement à la maison. Et ce livre est donc donne lieu à cette intervention matinée, enrichie évidemment de l'actualité. Je vous fais un petit signe au fur et à mesure pour vous dire, voilà. Pour vous dire qu'on vit une époque formidable. Évidemment, messieurs, dames, on vit une époque formidable. Tout ce que nous faisons dans la sphère réelle a vocation à être répliqué d'une façon ou d'une autre qui soit virtuelle, soit remplacé, soit dédoublé de manière virtuelle. La démocratie est de plus en plus une démocratie qui peut se faire en ligne, à distance. Nous pouvons acheter toujours plus de produits sur des sites de e-commerce. Les réseaux électriques sont intelligents. Nous lisons, pour ne citer que cette application, évidemment, que cette déclinaison dans votre secteur, des livres potentiellement sur des e-books et non plus seulement sur du papier. Et ce qui est bien avec cette révolution numérique, c'est qu'elle est porteuse d'un gain environnemental, d'un bienfait environnemental. Bienfait qui a été très tôt identifié, notamment par l'UNESCO, qui nous dit dès 2015 que certes, il y a un coût, il y a une empreinte carbone aux technologies de l'information et de la communication, mais que cette empreinte est largement compensée par les gains de la technologie numérique par rapport à son homologue physique. De même, le gouvernement, dans une feuille de route numérique et environnement, nous rappelle que la transition numérique énergétique sans le progrès numérique est impossible. Tout cela est vrai. Je veux dire, si on n'a pas de pilotage informatique des réseaux énergétiques qui sont intermittents, on ne peut pas améliorer l'efficience de la distribution d'électricité qui vient rencontrer en temps réel la consommation d'électricité. Donc le numérique est fondamentalement un vecteur, un levier d'amélioration de notre environnement, de baisse de l'impact de nos activités sur l'environnement. L'exemple aussi type qu'il faut vraiment citer, c'est que, évidemment, si j'envoie une lettre par la poste à quelqu'un, si je prends strictement son coût environnemental, l'impact de son transport, du papier, etc., va être beaucoup plus important que l'impact d'un email. Et souvent on me pose la question, on me dit mais alors entre les deux, je dis évidemment il n'y a pas photo, il faut mieux envoyer un email. Simplement c'est juste très mal en fait comparer les choses que de comparer un email à une carte postale, puisqu'en fait je n'envoie pas une carte postale aujourd'hui pour dire à quelqu'un merci. J'arrive, comment vas-tu? Donc évidemment qu'à mettre en face de l'impact du papier, il y a les effets rebonds de la lettre. Et donc évidemment que les unités ne se comparent pas en tant que telles les unes entre les autres. En tout cas, ce message, numérique et environnement font bon ménage, a très tôt imprimé nos esprits. Jusqu'à un rapport de 2019, encore la page d'après, s'il vous plaît, qui est un rapport du Shift Project. Donc, nous parlons en bon lieu avec les bonnes personnes, qui en fait, après avoir étudié les impacts du numérique, nous dit en fait l'inverse. Le numérique tel qu'il se déploie sous nos yeux impacte davantage l'environnement et le climat qu'il n'aide à limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement. Donc, vous comprenez, je suis un petit peu dans une situation délicate, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que, vous pouvez passer encore la slide d'après, puisqu'en fait, d'un côté, je comprends qu'il y a des impacts, de l'autre, je comprends qu'il y a des gains, et donc j'en déduis que le Green IT, ça existe, mais l'IT for Green, ça existe, mais est-ce que le Green IT, lui, existe? Et donc, à l'arrivée, la question, c'est, mais quel est le solde de tout ça? Est-ce que finalement, les impacts sont plus forts d'un côté et les gains moins forts de l'autre? Quel est le solde? Et en fait, il est impossible de répondre à cette question. Il est, pour moi, impossible de pouvoir comparer à l'échelle de l'humanité l'ensemble des impacts directs et indirects du numérique et l'ensemble de ses gains et de mettre tout ça dans un tableau et d'arriver avec un chiffre à l'arrivée, c'est impossible. On ne le sait pas, on ne sait même pas quel est le coût en termes d'émissions de CO2 d'un email, tout le monde s'engueule à ce propos. Donc en fait, de là vous faire une proposition à l'échelle du monde, ceci est impossible. Ce que je sais, c'est que le numérique est aujourd'hui l'un des secteurs de l'économie dont l'aggravation de l'empreinte est la plus forte. C'est une empreinte environnementale qui croît de l'ordre de 9% par an. Et que c'est en train de devenir l'un des grands sujets environnementaux qui vient. Et à l'heure du plug, baby plug, et de tous ces centres de données dont on entend aujourd'hui tous les jours parler, qui se multiplient pour pouvoir stocker toujours plus de données pour l'IA générative, ce sujet est véritablement clé. Et il peut vous donner quelques éléments de compréhension et d'argumentation aussi, compte tenu de l'industrie dans laquelle vous évoluez. Et donc ça commence évidemment, l'appréciation de cet impact, par les interfaces. Une interface, c'est un téléphone, il y en a 34 milliards sur Terre. S'il vous plaît, passez la slide, merci. Et elle est composée de toutes sortes de matières premières. Entre le bon vieux
téléphone à cadran circulaire de ma grand-mère et le téléphone d'aujourd'hui, vous comprenez bien que nos interfaces se sont complexifiées. 34 milliards, c'est donc téléphone, tablette, ordinateur, etc. Et donc, elles se sont complexifiées parce qu'elles ne servent pas qu'à téléphoner, ces interfaces, elles servent à toutes sortes d'usages. Mais donc, pour faire tenir un objet qui est extrêmement puissant dans la poche de mon pantalon, il va falloir que j'ai recours à beaucoup plus de matières premières dont on va aller rechercher les qualités, enfin les caractéristiques physico-chimiques extrêmement intéressantes qui permettent grosso modo, si je la fais simple, de faire plus avec moins. On va prendre par exemple des terres rares et on va remplacer la ferrite par des terres rares qui sont une famille de métaux, et ces terres rares permettent de faire des tout petits aimants, et le tout petit aimant, il fait vibrer votre téléphone portable. Simplement, cet aimant, il ne fait pas 8 fois son volume, qui aurait été en fait le volume de la ferrite, et donc ce qui permet la miniaturisation de nos existences, c'est en fait le recours à des métaux avec ces propriétés physico-chimiques qui permettent en fait de miniaturiser. Et donc notre monde est tout petit, notre monde est miniaturisé, nos technologies, parce qu'elles ont recours à ces métaux qui sont dotés, si on peut dire, de super pouvoirs. Si je passe à la slide suivante, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, sinon il y a encore au cocktail, mais vous voyez qu'on baigne dans ces matières premières. Moi, il y en a une que j'aime bien évoquer, c'est celle qui se trouve tout en haut à gauche, l'indium. Le symbole IN sur la table de Mendeleïev. L'indium est un oxyde, c'est une poudre qui a révolutionné nos vies. Ça a révolutionné nos vies parce qu'un jour Steve Jobs, au début des années 2000, est arrivé et vous vous rappelez peut-être, a brandi le iPhone 1, et cet iPhone 1 avait une qualité extraordinaire, c'est qu'il est tactile. Mais qu'est-ce qui permet à ce téléphone d'être tactile? C'est parce qu'en fait l'écran est incrusté d'une poudre d'indium, et cet indium a rendu nos vies beaucoup plus faciles. Est-ce que vous vous rappelez, messieurs, dames, l'âge d'avant l'indium? Moi, j'ai passé 3 jours sans indium cet été, j'avais perdu mon téléphone portable. On m'a donné un téléphone de remplacement qui s'appelait un téléphone à 12 touches, et je n'avais plus de vie sociale pendant 2 jours, 3 jours. Donc ce n'est pas possible de revenir avant l'âge de l'indium. Et pourtant, nous ne savons pas qu'il existe. Ce métal est partout, dans nos poches, on s'en sert de 7h du matin à 23h, et on ne sait pas qu'il existe, et il change nos vies. Je pourrais commenter chacune de ces ressources, chacun de ces symboles ici, et vous dire derrière les super pouvoirs dont ils se rendent responsables. En tout cas, toujours est-il qu'il faut aller les chercher quelque part. Parce que c'est bien de dire notre monde est dématérialisé, comme il est dématérialisé, il est propre. Enfin, vous connaissez la logorée habituelle, mais moi je suis journaliste et je me rends sur le terrain. Et donc je me rends régulièrement depuis 15 ans en Chine pour aller regarder comment on extrait ces métaux. Et notamment au nord-ouest de Pékin, dans une région qui s'appelle la Mongolie intérieure. C'est une région autonome, semi-autonome. Et plus précisément, ce point rouge, c'est une ville très connue dans le monde des chasseurs de métaux rares qui s'appelle Baotou. Baotou est très connu parce que c'est l'une des principales régions d'extraction des terres rares. Le téléphone que vous avez dans la main vibre en mode vibreur, merci pour mon intervention, et il vibre grâce à une terre rare qu'on appelle le néodyme. Et ce néodyme, vous allez le retrouver dans le téléphone et dans les moteurs des voitures électriques. C'est la base du moteur de l'électroaimant qui fait tourner les voitures électriques, mais c'est également le moteur, enfin la turbine des éoliennes offshore, surtout les éoliennes offshore. On ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas se mouvoir aujourd'hui sans terres rares. Et ces terres rares sont extraites dans la région et elles sont raffinées dans des usines de raffinage. Donc là, je ne suis pas vu, je ne suis pas habillé comme ça. Je ne peux pas être vu parce que je risque en fait concrètement la prison. Ça m'est déjà arrivé d'être arrêté et mis au poste en Chine parce que je filmais ce type de paysage-là, mais ce sont simplement des paysages industriels, d'usines dans lesquelles en fait on raffine les terres rares, parce que les terres rares elles se trouvent dans la roche, donc il faut extraire 1 tonne de roche, concasser la roche, broyer, utiliser les solvants, séparer les terres rares des autres métaux avec lesquels elles se trouvent, séparer les métaux lourds, enlever tous les produits chimiques. Et puis, vous pouvez passer à la slide d'après. Donc, la slide d'avant. Ce sont ce type de paysage-là. On voit au dernier plan la ville de Baotou et au premier plan les usines de Baogang. Et donc, tout cela, c'est un processus qui est extrêmement répétitif, extrêmement rébarbatif. Un processus de raffinage qui n'est pas raffiné du tout et qui consiste en fait à répéter les procédures de raffinage pour arriver à un métal purifié à 99,9%. Naturellement, il faut beaucoup d'eau dans ce processus pour permettre en fait la séparation des terres rares du reste des éléments. Et l'eau, en fin d'étape de raffinage, elle est chargée en métaux lourds, elle est chargée en produits chimiques. Et là, vous vous dites, bon, elle va quand même être traitée, cette eau. Et en fait, pas du tout, monsieur, slide d'après.
elle est rejetée directement dans la nature. Donc cette image qui est prise au drone, alors vous ne me voyez pas, mais je suis derrière le mur, là que vous voyez, la bande blanche, et j'ai la voiture de police des flics qui est à 200 mètres derrière, qui me court après, et j'ai le drone qui survole ces zones-là, qui sont ultra stratégiques, mais pour raconter, slide d'après également, tout simplement, la réalité de cet impact-là, c'est qu'en fait, ils ont fait n'importe quoi. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on extrait et on raffine des terres rares à peu près dans ces conditions-là en Chine. On aurait pu le faire en France, on n'a pas voulu, on a fermé nos mines, on a fermé nos usines, on a laissé les pays pauvres faire le sale boulot, réincorporer les terres rares dans le matériau et dire regardez comme on est propre. Ça s'est passé comme ça, la réalité historique de l'organisation du monde entre ceux qui sont sales et ceux qui, jusque maintenant, ont fait semblant d'être propres parce qu'au moins ils n'avaient pas les mines chez eux. Mais donc cette réalité-là, elle est à la base de la fabrication du numérique. Tout ce qui est numérique procède d'un trou dans le sol. Le cloud procède d'un trou dans le sol, ça s'appelle une mine, et après le trou, il faut raffiner le métal, et ce sont les raffineries. Et donc tout ce process-là, nous ne connaissons plus, parce que nous n'avons plus les mines et les usines chez nous, nous avons oublié cette réalité minière-là, industrielle, et pourtant, elle est responsable de la majorité de l'impact environnemental du numérique. Cet impact, on pourrait dire jusque-là que je vous ai parlé juste de l'impact au-dessus du niveau de l'eau. C'est juste la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, il y a une partie immergée de l'iceberg dont on ne parle pas. C'est ce qu'on appelle le Wuppertal Institute. Le Wuppertal Institute, qui est un institut de recherche allemand, en fait, nous rappelle que, en fait, il y a dans la réalité du numérique matériel ce qu'il appelle un sac à dos écologique. En gros, votre téléphone pèse 150 grammes. Mais vous vous doutez bien qu'il faut plus que 150 grammes pour fabriquer un téléphone. Tous les matériaux qui indirectement rentrent dans le raffinage des métaux et toutes les roches qui ont été déplacées, mobilisées, traitées, mises au rebut, etc., tout ça, en fait, ça rentre dans le calcul de l'impact matériel d'un téléphone. Et donc, c'est ce ratio entre le poids final du produit dans ma poche et la réalité de l'ensemble des matériaux qui ont été déplacés tout au long du cycle de fabrication du produit pour le rendre disponible sur le marché, c'est ce ratio-là que calcule le Wuppertal Institute. Et donc, ce ratio se calcule en 40, 50, 60, 70, 100 pour 1. Il faut pour un t-shirt, pour une chemise, beaucoup plus de matière que pour le poids final de mon t-shirt ou de ma chemise. On comprend tous cette réalité-là. Et quand on regarde ce ratio pour les téléphones portables, un chiffre, qui est le chiffre de Green IT, nous dit bah oui, mais en fait, ce ratio est de 1200 pour 1. Pour le téléphone. Donc le téléphone pèse 1200 fois plus que son poids final. Donc en fait, il pèse 183 kilos. C'est la réalité, il faut 1200 fois plus de matière parce qu'il faut beaucoup de matériaux très dilués dans l'écorce terrestre, qu'il faut raffiner, qui nécessitent beaucoup d'eau, qui nécessitent de mobiliser beaucoup d'écorce, de roches de l'écorce terrestre. Et donc ce chiffre de 1200 pour 1 fait relativement consensus. Un chiffre qui est un chiffre extrême, qui est celui des puces électroniques, c'est celui de 16 000 pour 1. Il faut 16 000 fois plus de matière que le poids final de la puce électronique, qui est peut-être l'objet le plus complexe qu'on ait jamais fabriqué de l'histoire de l'humanité. C'est peut-être plus complexe à fabriquer qu'un Boeing 747, une puce électronique. C'est effroyablement complexe. Ça nécessite des milliers de sous-traitants. Et on ne pourra jamais relocaliser d'ailleurs le processus de fabrication d'une puce électronique. C'est impossible. C'est vraiment l'emblème de la mondialisation. Et le ratio peut monter à 16 000 pour 1. Que ceci nous dit-il, messieurs, dames ? D'abord, cela nous dit que le virtuel est matériel. Nous sommes à peu près d'accord. Mais ça nous dit autre chose. Ça nous dit que peut-être que plus c'est virtuel, est-ce que ce n'est pas finalement encore plus matériel ? Puisque le sac à dos écologique des objets numériques est le plus élevé de tous les objets jamais fabriqués de l'histoire humaine. Et donc je pose une question, mais est-ce que finalement plus nous parlons de virtuel, plus paradoxalement nous ne faisons que matérialiser ? Et messieurs, dames, est-ce que cela ne fait pas 5000 ans qu'on essaie de dématérialiser ? L'invention de l'écriture, est-ce que ce n'est pas déjà la première entreprise de dématérialisation de l'histoire ? C'est Gilles de Chézel qui écrit ça dans un livre qui s'appelle « L'histoire de la dématérialisation ». C'est hyper intéressant. Il dit, mais le moment où je peux écrire quelque chose, un souhait, un ordre, un vœu sur une tablette d'argile en cunéiforme, Mésopotamie, eh bien en fait, je n'ai pas besoin d'être physiquement présent au moment de dire quelque chose, puisque je peux être représenté par un objet qui exprime ma pensée. Et donc du coup, l'invention de l'écriture peut être vue aussi comme étant la première technologie de dématérialisation de la personne humaine. Je remplace la personne humaine par l'argile. Mais après tout, au moment de remplacer le troc par de la monnaie, ne dématérialisons. Est-ce qu'on n'essaye pas de dématérialiser
la chose vendue au moment de la vente. Plus besoin de venir au marché avec ma vache d'un côté et un sac d'orge de l'autre. La chose vendue est en fait dématérialisée par l'existence de la pièce de monnaie. Et donc la pièce de monnaie vaut dématérialisation. La monnaie est une aventure, une technologie de dématérialisation. Sur les routes de la soie, cette aventure de dématérialisation avec la monnaie, la page suivante s'il vous plaît, elle peut être très dangereuse pour votre sécurité. Les banquiers inventent une invention géniale, ils inventent la lettre de change et de la sorte, je dématérialise le fer ou autre métal par du papier. Et puis, on consomme tellement de papier, messieurs, dames, on va virtualiser tout ça et on va remplacer le papier par du métal. Donc, en fait, messieurs, dames, ça ne fait pas 5000 ans qu'on dématérialise quoi que ce soit. Ça fait en fait 5000 ans qu'en dématérialisant, eh bien, en fait, on matérialise autrement. Et ça fait 5000 ans qu'en fait, on change certaines ressources par d'autres ressources, on les substitue par d'autres ressources qui présentent de meilleures propriétés physiques et chimiques, qui correspondent davantage à nos besoins, et qu'en fait, nous ne cessons de déplacer le sujet de la matérialité d'une ressource à l'autre. Et donc, en fait, je reviens à cette idée qui est hyper importante, mais la dématérialisation, ce n'est jamais en fait qu'une aventure de rematérialisation. On dématérialise en matérialisant autrement. Donc j'espère vous avoir convaincu que ce mot de virtualisation de nos existences, de feuille de paye dématérialisée dans le cloud à la fin du mois, tout ça sont des mots dangereux. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on adhère à un récit qui en fait est on ne peut plus éloigné de la réalité. Que fait-on avec ces téléphones ? On envoie de la donnée. Et qu'est-ce qui se passe dans le web en 1 minute ? Il s'en passe des choses. Je ne vais pas tout commenter, mais swiper, liker, scroller, s'engueuler, s'aimer, cliquer, tout ça, c'est de la donnée que je produis et c'est de la donnée que je consomme. Et cette donnée, passons à la slide suivante, voilà, donc c'est évidemment, enfin, là je répercute en fait des données qui sont produites par des calculs officiels et qui nous disent en 1 minute le nombre d'interactions et donc ça nous donne une idée de la donnée qui peut être produite. Et donc si je passe à la slide suivante, eh bien en fait je me rends compte que cette donnée elle est stockée quelque part. Elle est stockée en fait dans un centre de stockage de données. À droite de l'image, vous avez des serveurs qui sont empilés dans des baies. Et puis ces baies se retrouvent dans des grosses boîtes à chaussures qui, vues du ciel, c'est une image Google Maps donne cela à gauche. L'image n'est pas du tout anodine, c'est une image qui est prise du ciel d'une cité nuage. On appelle ça comme ça aux États-Unis, une cloud city. La ville de Ashburn, à 50 km au nord-ouest de Washington, dans le Maryland, est devenue la Silicon Valley des data centers aux États-Unis. C'est-à-dire qu'historiquement, toutes les grandes entreprises du cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services, se sont installées dans cette ville où le foncier était peu cher, où la mairie était accueillante, où l'électricité était disponible, de façon à pouvoir en fait, installer nos données littéralement dans ces zones du monde. 70% des données produites sur Terre passent à un moment ou à un autre par Ashburn. Mais si je passe à cette suivante, je dézoome un peu et je me rends compte que les centres de données, il y en a partout. Il y en a partout sur Terre. Et il y en a évidemment, les stockages de la donnée, les centres de stockage de la donnée, globalement correspondent aux grands centres d'activité économique mondiale. Et c'est vrai pour l'Europe. On parle souvent en Europe du FLAP, de Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, quelquefois FLAD pour Dublin. On pourrait dire Flamme, parce que Marseille est une ville qui est très importante aujourd'hui pour le stockage de données. Les États se battent aujourd'hui pour attirer cet écosystème-là. C'est aussi une mesure de souveraineté. Et donc, ce sont 3 millions de centres de données qui aujourd'hui se multiplient et aujourd'hui coexistent sur Terre. Des données qui, évidemment, sont stockées grâce à un centre de données qui fonctionne en permanence. On ne peut pas éteindre le centre de données. On ne peut pas dire, non, désolé, vous n'envoyez pas cet email ce soir, vous l'enverrez demain, nous avons fermé la boutique. Ce n'est pas possible. Et donc, cette continuité de service est permise, en fait, par une électricité en permanence disponible et en permanence consommée. Une électricité qui, il faut le rappeler, je suis désolé de le dire, mais qui est d'abord, à l'échelle de l'humanité, une électricité carbonée. Et donc, c'est d'abord du pétrole, d'abord du charbon, d'abord du gaz qui permet de produire de l'électricité. Et donc, les chiffres du Shift Project nous disent que nous sommes à peu près à cheval entre les chiffres les plus extrêmes, mais en 2025, selon des chiffres qui font relativement consensus, qui sont les chiffres de Green IT, l'ensemble du secteur numérique représenterait 5% des émissions, 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc c'est peu au regard de l'importance du numérique, c'est beaucoup en termes de chiffres bruts, c'est 2 fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Et c'est une courbe qui est en train d'augmenter compte tenu de l'accroissement de nos besoins. Mais messieurs, dames, il y a peut-être une solution. Et cette solution, elle se trouve peut-être sur les pôles, au niveau des pôles. Un data center, un serveur, ça chauffe. Et comment est-ce qu'on fait pour refroidir? On utilise des systèmes de réfrigération, de refroidissement qu'on appelle les climatiseurs. Mais ça consomme beaucoup d'électricité. Et si j'allais mettre mes data centers, encore un petit clic s'il vous plaît, par exemple au centre de l'image, là où vous voyez marqué Facebook, devenu Meta, en 2013, Facebook installe pour nous, pour nos comptes Instagram, pour nos comptes Facebook, un data center à Luleå, en Suède, à 80 km au sud du cercle arctique. Et pourquoi ce choix-là? Eh bien parce que là-bas, il fait froid. Et donc en fait, pourquoi utiliser du froid payant quand il peut y avoir du froid gratuit? Ce qu'on appelle le free cooling dans l'industrie. Et donc en fait, pour faire simple, j'ouvre la porte du centre de données, je laisse rentrer le blizzard à moins 40 et je refroidis mes emails. Et je refroidis mes vidéos de chat, naturellement, sans avoir besoin de consommer de l'électricité finalement inutile. Et en plus, cette électricité là-bas est une électricité qui est issue de barrages, donc c'est de l'hydroélectricité avec un impact carbone très faible. Et donc on va voir progressivement un certain nombre d'acteurs de l'industrie du cloud en fait, se déplacer, aller chercher du froid. Et donc Internet recherche de la vitesse, de la puissance et du froid pour justement permettre d'optimiser sa consommation d'électricité. Alors moi j'y suis allé. J'ai pris un train jusqu'à Stockholm, et puis après j'ai pris un train jusqu'à Luleå. J'ai traversé la Laponie en plein hiver, et je me suis retrouvé mais littéralement devant ce centre de données là de Facebook. Et j'avais des gardes qui me regardaient en disant mais qu'est-ce qu'il fout ce mec-là quoi. Et en fait je leur ai dit mais c'est fascinant, j'ai 650 amis sur Facebook et ils sont tous là-dedans. Littéralement. Le temps qu'il me faut, si j'envoie un SMS sur Facebook maintenant, pour atteindre Luleå, pour la mettre dans mon serveur ou dans mon petit morceau de serveur que j'utilise et pour revenir à l'hôtel de Massa, c'est à peu près 30 millisecondes. L'information voyage à quasiment la vitesse de la lumière, 80% de la vitesse de la lumière. L'aller-retour en 30 millisecondes. Le clignement de mon œil, c'est 120 millisecondes. Donc ça veut dire que l'aller-retour va 4 fois plus vite que le clignement de mon œil. Donc ça veut dire que si vous vous envoyez ici là, des SMS pour dire c'est catastrophique cette conférence, quand est-ce que c'est terminé, en fait ça va à 30 millisecondes, donc c'est instantané, mais en fait, c'est médié, c'est intermédié par cette infrastructure que vous voyez littéralement derrière vous. Et nous utilisons, sans le savoir, messieurs, dames, 100 data centers par jour. Parce que nous avons tellement de choses, c'est tellement répliqué dans des data centers miroirs, qu'en fait, nous utilisons chaque jour 100 data centers. Alors, cette solution technologique qui consiste à dire je vais refroidir mes données, plus toutes les technologies d'optimisation, elle est remise en cause parce qu'il y a des gens qui pense l'Internet d'après, comme Steve Case. Steve Case est un des inventeurs de AOL, c'est l'un des fondateurs d'AOL aux États-Unis. Je suis sûr que quelqu'un d'entre vous a encore un email aol.com. Moi, j'ai Hotmail, moi. Et en fait, Steve Case, en 2017, écrit un livre qui va faire sensation parce qu'il annonce, comme tout gourou de la Silicon Valley, il fait sensation, il annonce la 3e vague, the third wave. En fait, Steve Case dit, la première vague, c'était Internet, quoi. On a connecté les ordinateurs entre eux, ça s'appelle Internet, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est quand on va mettre en relation entre eux les hommes via les ordinateurs, ça s'appelle les réseaux sociaux, les messageries. Voilà, c'est la deuxième vague. Mais Steve Case dit tout ça, c'est du passé. En tout cas, le futur, c'est la 3e vague. C'est-à-dire que je vais tout connecter. Je vais connecter M. Bovero, je vais connecter les livres, je vais connecter les chiens, je vais connecter les tomates dans les champs de tomates pour faire de l'agriculture connectée. J'ai vu ça à Wageningen dans la Food Valley néerlandaise. Je vais en fait, tout ce qui est susceptible d'émettre de la donnée, de communiquer, les objets, les hommes, les animaux, tout et va faire partie de la 3e vague. Et donc ce qu'annonce en fait finalement Steve Case, c'est un accroissement de nos usages, une explosion de nos usages, qui se matérialise par exemple par l'IA générative. L'IA générative, on n'en parlait pas il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui c'est un usage qui est rentré dans le quotidien et dont les coûts commencent à être connus. Alors on sait que la phase d'entraînement de ChatGPT 3, parce qu'on n'a pas les chiffres de ChatGPT 4, c'est-à-dire juste en fait paramétrer l'outil, eh bien, représente en termes d'émissions de CO2 200 allers-retours Paris-New York. La phase d'inférence, c'est-à-dire la phase d'utilisation, pour une année et pour 13 millions d'utilisateurs dans le monde, ça représente 200 fois plus.
Ce que l'on sait, c'est qu'il faut 175 milliards de paramètres pour en fait bâtir l'architecture de ChatGPT 3. On n'a pas les chiffres pour ChatGPT 4, mais on suppose, la source c'est Data4Good, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, que l'énergie consommée, les impacts à l'usage de ChatGPT 4 sont probablement entre 10 et 100 fois plus importants que ceux de ChatGPT 3. IA, OpenAI ne fournit pas les données pour ne pas évidemment avoir à répondre d'un débat qui pourrait surgir autour de son impact environnemental. Donc il y a aujourd'hui une course de vitesse entre d'un côté l'amélioration des technologies qui permettent d'optimiser la consommation d'électricité par octet stocké. C'est réel. Et l'industrie passe son temps à communiquer là-dessus et à dire en plus, j'ai remplacé mon électricité carbonée par une électricité décarbonée. Et c'est notamment tout ce qu'on voit avec les mini-réacteurs modulaires qui commencent à pousser comme des petits pains aux États-Unis. L'idée, c'est d'accompagner le cloud avec une électricité qui n'a pas d'impact au sens du réchauffement climatique. Mais de l'autre, il y a cette réalité que ça permet un effet rebond. Puisque ça ne coûte rien, et puisque c'est gratuit, etc., dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je n'enverrai pas un deuxième email? Et pourquoi est-ce que je n'irai pas poser la question à ChatGPT plutôt que de faire une recherche sur Google? Ça s'appelle l'effet rebond, et nous sommes dans cette course de vitesse entre l'amélioration des technologies et précisément l'explosion de nos usages que cette même amélioration technologique permet. Et bien malin, celui qui peut projeter quels sont, à terme, qui va gagner la course. Et là, il faut regarder l'ADEME, et l'ADEME nous propose des scénarios. Dans le scénario sobriété, le mot le plus ridicule de l'industrie numérique, c'est quoi la sobriété? C'est l'iPhone 2, l'iPhone 3? Elle commence où, elle s'arrête où, cette sobriété? Je veux dire, du temps de l'iPhone 1, si on se regardait aujourd'hui, on se dirait qu'on n'est pas sobre. Donc, à quel moment sortons-nous de la sobriété et comment y revenons-nous? Moi, je ne crois pas à ce mot-là. Je pense que c'est du gros sobriété washing. Pardon, je suis un peu sévère, mais je le dis parce que quand on a vu ces impacts-là sur le terrain, on est un peu étonné par ces mots-là. Ou bien c'est le scénario business as usual, et alors là, les impacts explosent complètement. Et surgit une question, mais est-ce que l'infrastructure est assez solide pour supporter tout ce transport de données? Et la réponse est oui. Parce qu'on a créé un truc génial qui s'appelle les câbles. Donc souvent, on se dit, mais tiens, en fait, la donnée, ça vole dans l'air. C'est vrai pour les 10 premiers mètres ou les 100 premiers mètres, le temps que ça aille de mon téléphone à l'antenne 4G ou 5G. Mais après, le signal est transformé en pulsation de lumière dans une fibre, et la fibre, elle rejoint un océan, et l'océan, au fond de l'océan, courent des câbles sous-marins qui vont d'un bout à l'autre de la planète, et en fait, la donnée, elle est transformée en pulsation de lumière. Mon Savatois se transforme en pulsation de lumière, traverse l'océan Atlantique, et se retrouve à Washington, à nouveau retransmué en lettres ou en chiffres, en tout cas pas en pulsation de lumière, de l'autre côté du monde. Mais c'est un câble qui permet à la donnée de réaliser ce trajet dans 95% des cas. Et ces câbles sous-marins, si on regarde un peu ce qu'il y a dans le détail, parce que c'est fascinant, mais en fait, c'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage. Pensez-y, la prochaine fois que vous arroserez vos géraniums, c'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage. À l'intérieur, vous avez des fibres, des paires de fibres. On appelle ça très joliment dans le métier des cheveux de lumière. Parce que c'est très fin et c'est effectivement de la lumière, littéralement, passe par cette fibre optique. Il y a des tenseurs en acier qui permettent de durcir le câble. Et puis, vous avez du polyéthylène qui, évidemment, le protège des interférences extérieures. J'ai assisté personnellement à la pose d'un câble. C'était quelques jours avant le Covid. On passe à la slide suivante. Sur les plages de Vendée, au sud d'un petit village qui s'appelle la Paré-Prénaud. Et en fait, Google a installé un câble qui est de Virginia Beach à Saint-Guilain en Belgique, en passant par les côtes françaises. Donc en fait, il posait un morceau de câble de quelques kilomètres, qui était le câble en fait, qui allait de la mer à la terre et inversement. Donc ce que vous voyez, c'est le bateau au fond par lequel est tiré le câble par des scaphandriers, les bouées qui permettent évidemment de repérer où se trouve le câble est soutenu par les bouées, et puis en fait, on voit après le câble qui est en fait posé en des coques en fonte, mais en fait les coques en fonte vont être détachées. Les coques permettent en fait au câble de ne pas flotter à la surface de l'eau pendant la phase de pose du câble, mais d'être bien posé au fond de la mer pour le premier ou les 2 premiers kilomètres. Et en fait, on va faire passer une charrue, on va enfoncer le câble dans une tranchée de 2 mètres de profondeur, et puis passer ces 2 kilomètres au-delà du rivage, le câble va littéralement être posé au fond de la mer. Donc il y a des chalutiers qui, quelquefois, passent et arrachent le câble. Quelquefois, ils le font exprès, mais ils disent qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Ça s'appelle la flotte fantôme russe. Mais en tout cas, ça existe. Et donc là, vous avez à la slide d'après
le câble qui a été détaché de sa coque en fonte, qui a été rebranché derrière nous en fait sur une borne. Puis après la borne, elle sert de relais pour que le câble continue jusqu'à Saint-Guilain en passant par les autoroutes françaises. Ça longe les grandes voies de communication. Il est répliqué 2 fois parce que si jamais il y a un coup de pelle, ça permet de le faire fonctionner quand même. Et puis vous avez en fait les machines en action qui vont recouvrir la tranchée. Et puis la mer va passer par là et la plage est comme neuve. Et là vous avez, je me rappelle, le maire de la Paré-Prénaux, le village, qui a rebaptisé son village ce matin-là Porte de l'Amérique. Il est fier, évidemment, et il dit, mais les gens ne réalisent pas que dans quelques mois, ils vont venir poser leurs serviettes sur la plage sans savoir que sous eux passent les photos de vacances qu'ils s'envoient. C'est très concret, c'est très matériel. Donc cette réalité des câbles, si on passe à la slide suivante, si on la dézoome, et puis j'ai bientôt terminé, c'est 500 câbles environ, qui mis bout à bout totalisent 1,2 million de kilomètres, donc c'est-à-dire 30 fois la circonférence de la Terre, des câbles qui transitent, occupent des routes de l'immatériel, mais qui finalement sont les mêmes routes que les routes du transport de marchandises par conteneur. Pacifique Nord, Atlantique Nord, Méditerranée, Canal de Suez, Océan Indien. Le plus long câble du monde, en fait, il fait le tour de l'Afrique, c'est le câble To Africa, c'est un câble de Meta, parce que Meta a le contenant et le contenu. C'est comme si Renault vous dit « j'achète les autoroutes françaises pour faire rouler mes voitures ». C'est pareil. Ils ont le contenant et le contenu, comme ça ils contrôlent tout. Mais d'autres câbles sont très longs également, font jusqu'à 40 000 km et ils vont de l'Angleterre en passant par l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, Canal de Suez, océan Indien, Singapour, et ils descendent jusqu'à Perth en Australie. Le plus long câble fait environ 40 000 km. Le plus court fait 85 km dans les Caraïbes. Mais c'est la réalité qu'en fait, nous sommes tous reliés les uns aux autres par des fils. Qui un jour m'a parlé de l'Internet sans fil ? Qui un jour m'a dit la téléphonie sans fil ? En fait, on n'a jamais été autant reliés, messieurs, dames, à des fils les uns les autres qu'aujourd'hui. Et ça ne va faire que s'aggraver, si je puis dire, ou s'améliorer. Mais en tout cas, voici encore la matérialité, la réalité matérielle de toute cette économie de l'immatériel. Et je passe à la slide suivante qui, je crois... Alors oui, j'ai un peu zoomé sur la France. 23 câbles qui sont reliés soit aux États-Unis ou c'est plutôt l'Amérique du Nord en général, mais également beaucoup de câbles qui partent de Marseille. C'est pour ça que Marseille est une ville importante pour les centres de données, parce que c'est vraiment l'arrivée, l'atterrage des câbles, et donc l'atterrage des données. Donc il faut des data centers pour traiter la donnée et la stocker à l'atterrage des câbles. Et puis des câbles qui partent beaucoup vers l'Asie, comme je vous l'ai dit. Mais la France est une zone importante, un carrefour pour l'arrivée et le départ des câbles sous-marins. La slide suivante. En fait, il me reste à peu près 5 minutes, je reste dans les temps, mais en fait, pour vous dire que nous sommes tous des colocataires, indifférents, distraits, d'une infrastructure qui, selon Greenpeace, est en voie de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite. Je ne vais pas parler des satellites, mais c'est une infrastructure qui commence à être de plus en plus extra-atmosphérique, qui est terrestre, évidemment, et qui est également amphibie, puisqu'elle se déploie sous les mers. Et nous sommes des colocataires, des colocs, distraits et indifférents de cette infrastructure-là. Quand nous envoyons un email, nous sommes tous co-acteurs de considérables enjeux écologiques et géopolitiques qui se jouent à la clé. Et il faudra me réinviter, je suis désolé, pour vous raconter la géopolitique des terres rares, parce qu'en soi, c'est fascinant de voir comment la Chine nous tient par la barbichette depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, parce qu'elle contrôle le marché des terres rares qui servent dans le téléphone portable. Mais nous sommes, à chaque fois que nous consommons du numérique, finalement des acteurs de cette géopolitique-là, et je n'ai même pas eu le temps ou à peine d'effleurer la géopolitique des câbles sous-marins et des infrastructures numériques en général. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait face à ces sujets-là? Comment est-ce que j'amoindris cet impact-là en amoindrissant les enjeux qui se nouent et qui se cristallisent autour de nos actions numériques? Je vous renvoie vers un guide passionnant qui est le guide de l'INR, l'Institut du numérique responsable, le livre blanc qui dit comment est-ce qu'on décline à l'échelle de son organisation une politique de numérique responsable. C'est hyper intéressant, mais même c'est un plaisir de lire ce guide pour voir de manière très concrète comment ça se décline. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais moi je voudrais vous raconter que j'ai rencontré 3 personnes dans mes voyages qui en fait ont été inspirantes et qui m'ont donné des solutions, et ces solutions je voudrais partager avec vous. La première s'appelle Anneli Ovril, une militante estonienne que j'ai rencontrée à Tallinn. Et Anneli Ovril, en fait, a créé un truc génial, une journée spéciale dédiée au numérique responsable qui s'appelle le World Digital Cleanup Day. Maintenant que vous avez ce nom en tête, en mars prochain,
Vous allez voir surgir ce mot quelque part, parce que souvent aujourd'hui les entreprises, les organisations organisent leur World Digital Cleanup Day. C'est une journée où on organise des tutoriels et on vous fait vider votre boîte mail, votre vieille corbeille iCloud dans laquelle il y a une vidéo qui date de 2007, vous ne saviez même pas qu'elle était encore stockée. Et en fait, on vous met à la diète numérique, une diète pas trop violente, mais on vous met au régime numérique. Et à la fin de la journée, on vous dit parce que vous avez fait telle ou telle action par rapport à vos outils numériques, et notamment par rapport au stockage de vos données qui ne sont pas nécessaires, que vous allez économiser. En fait, tout cela, c'est telle consommation d'électricité. Et ça équivaut à un frigidaire allumé pendant 24 heures, etc. On vous traduit en fait cette diète par des chiffres très concrets qui sont parlants. Et c'est très intéressant sur le plan éducatif. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'éducation à ces enjeux-là, parce qu'en fait, on ne les comprend pas. Je rentre des États-Unis où j'ai dit aux gens que le like avait un coût. J'ai dit ça à Miami dans une librairie, et je leur ai dit, votre like a un coût pour l'environnement. Alors déjà que là-bas, ils ne sont pas sûrs que le réchauffement climatique, c'est une réalité, mais quand vous leur dites que l'email a un coût pour la planète, mais je veux dire, c'est comme si j'étais sur Pluton et qu'ils étaient sur la Terre et qu'on n'arrivait pas à se communiquer et à se comprendre, en fait. Donc l'acculturation à ces sujets-là, c'est clé, et ça passe notamment par ce type d'action-là. Une autre personne que j'ai rencontrée, slide suivante, c'est une personne qui a créé Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez Fairphone. C'est une entreprise néerlandaise qui a créé le téléphone le plus écologique de la planète ou le moins sale de la planète. Comment font-ils ? Les téléphones sont aussi complexes que les autres, mais ils sourcent leurs produits. Donc ils ont une politique de sourcing responsable. C'est effroyablement compliqué à mettre en œuvre. Ça prend des années pour remonter la chaîne d'approvisionnement de leur cobalt et de savoir si le cobalt vient ou non de telle mine et s'il y a des enfants qui travaillent dans la mine. Mais ils l'ont fait pour 8 des métaux sur les 50 qu'ils consomment. Et ils sont déjà leaders à l'échelle mondiale. Mais en déployant cette politique de sourcing, ils sont capables de limiter l'impact à la mine, qui représente 70% des impacts. La fabrication des outils numériques, c'est 70% des impacts écologiques du numérique. Et donc, ils sont inspirants. Et là aussi où ils sont inspirants, c'est que leur téléphone est fait pour être modulaire et être réparé. Donc, si la caméra de votre téléphone tombe en panne, vous réparez la caméra. Vous ne changez pas le téléphone, vous changez la caméra. Et en fait, ça se démonte, ça se remonte, et c'est un peu comme un Lego, ce téléphone, et vous recevez votre petite caméra en kit, et puis vous la changez vous-même. Et l'idée derrière ces actions très concrètes, pour Fairphone, c'est que vous gardiez votre téléphone 8 ans, que vous ne cessiez de le réparer, que vous puissiez le garder 8 ans. Mais donc, il y a cette idée de rallonger la durée de vie des produits, et c'est clé pour l'impact environnemental de vos actions numériques. Si je devais vous dire une seule chose, gardez votre téléphone plus longtemps. Oubliez, n'envoyez pas un email, envoyez-le à moins de personnes, videz votre boîte mail, c'est minime par rapport à la simple action de réparer son téléphone, d'en prendre soin et de le garder le plus longtemps possible. Et puis la dernière personne que j'ai rencontrée, je m'arrêterai là, c'est la prochaine slide, et c'est une personne qui s'appelle Alwyn Duplessis, c'est un Sud-Africain qui a créé une société qui s'appelle Murdoch Marine. Alors en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 1 million de kilomètres de câbles sous-marins qui dormaient au fond des mers une fois qu'ils ont été débranchés. Et en fait, personne n'en fait rien. Donc ils ont servi, mais ils ne servent plus. Et ils sont là au fond de la mer. Ils ne polluent pas. Ils sont protégés par du polyéthylène. Il n'y a pas d'impact environnemental de la pose du câble et de la présence du câble au fond des mers. On n'a pas trouvé d'impact. Mais pour autant, il dit, mais en fait, c'est du cuivre, de l'aluminium, de l'acier, c'est recyclable et ça vaut de l'argent et ça permettrait d'éviter de retourner à la mine. Donc lui, en fait, il a affrété une flotte de 3 navires, dont la slide suivante, s'il vous plaît. Le navire s'appelle le Laila, et en fait, qui sont des navires dont la nouvelle fonction, c'est en fait d'aller récupérer les câbles au fond des océans. Donc, il sillonne les océans, et puis il va repêcher les câbles. Je lui dis, c'est génial votre truc, je veux partir sur le Laila pour une mission de récupérage de câbles, de récupération de câbles. Et il me dit, très bien, la prochaine mission, c'est dans 1 mois, et on part 3 mois. Donc, je me suis complètement dégonflé. Et il me dit, écoutez, si vous ne voulez pas monter sur le bateau, au moins venez me voir à Leixos, à Porto, Portugal. Le Laila viendra rentrer d'une campagne dans l'Atlantique Nord, où il aura récupéré 2 câbles pour un total de 1000 km de câbles. Et donc je me retrouve effectivement un matin de novembre sur le port de Leixos, et je vois le câble. Donc d'abord je descends dans les cales, c'est hyper impressionnant. On voit le câble qui est enroulé en fait autour d'une immense roue, je ne sais pas comment ça s'appelle, et puis en fait qui est dégueulé sur le port et coupé en petits morceaux, débité en petits morceaux, et puis après il va être recyclé. Et je lui dis au capitaine à bord, je me rappelle c'était un Néerlandais, et je lui dis mais comment ça se passe la récupération, je veux dire, techniquement du câble? Il me dit en fait le câble c'était le TAT8. Le câble TAT8 qu'ils avaient dans leur soute était un câble qui avait été posé en 1990 par les Espagnols pour que entre Madrid, enfin entre les côtes espagnoles et les États-Unis,
pour que les téléspectateurs américains puissent regarder les JO de Barcelone en 92. Donc en fait, les exploits de Carl Lewis, je ne les aurais pas forcément vus s'il n'y avait pas eu ce câble-là qui en fait faisait la jonction entre l'Europe et les États-Unis. Et il me dit, en fait, le câble a été posé, il y a une carte qui à un moment a consigné le trajet du navire câblier, qui en fait a déroulé le câble derrière lui, qui est venu se poser au fond des mers, le tout sur 6000 km pour arriver jusqu'aux côtes américaines. Puis après, les vents sont passés, les courants sont passés par là, donc le câble a été déplacé de quelques dizaines de mètres, de quelques centaines de mètres. Et donc qu'est-ce qu'ils font les types ? Ce sont des équipages de Philippins et d'Indonésiens. Ils envoient une ancre à 6000 mètres de profondeur. Ils n'envoient pas des drones, et puis ils raclent. Donc à l'autre bout de la chaîne, vous avez IA générative, et à l'amont, vous avez un équipage de Philippins qui gratte avec une ancre de fortune le fond des mers pour essayer de retrouver le tracé des câbles et pouvoir le remonter. Et ces deux réalités coexistent. Naturellement, on parle plus de la deuxième, de la seconde que de la première. Mais associer tous les rêves d'IA générale à cette bande de gens hyper courageux qui ne sont pas sûrs, au bout de 15 jours de recherche en mer, de retrouver le fichu câble, je trouve ça assez émouvant finalement. Et donc je me retrouve à Lake-Charles, sur le port, le câble est découpé, je pose ma main sur les câbles, il est mouillé, bah oui, parce que... Et c'est salé Internet. C'est pas sucré, c'est salé. Et je suis en train de goûter Internet. Internet a un goût. C'est un goût salé. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai aussi entendu Internet, j'ai écouté. Internet émet un son très particulier lorsque vous allez dans les data centers, notamment moi j'étais dans les data centers en Laponie, pas le Facebook mais d'autres. Quand vous rentrez dans un data center, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez l'impression d'avoir dérangé 100 000 abeilles ouvrières dans une ruche. Et donc ça émet un son très particulier, le nuage. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais sentir Internet. Ça a une odeur très particulière, et pour moi, c'est l'odeur de beurre rance dans les mines de graphite en Chine. Je ne vous ai pas montré les mines de graphite, qui est un métal qui sert pour la fabrication de vos batteries. La Chine est producteur à 70% du graphite dans le monde. Eh bien, ce graphite, le rebut du graphite, sent une odeur de beurre rance. Et donc, c'est l'odeur d'Internet. Et Internet a une couleur. C'est une couleur qui est plutôt bleue ou plutôt marron ou plutôt grise selon le matériau, selon le maillon de la chaîne de valeur du numérique que vous avez sous les yeux, le câble, le serveur, les fils, etc. Et donc en fait on peut de façon très concrète, avec cette démarche de reporter, eh bien en fait percevoir la matérialité du numérique. Elle se perçoit avec les sens et elle se raconte aussi de cette manière-là, une façon de partager avec vous, autant que faire se peut, eh bien, cette matérialité de l'immatériel. Je vous remercie. J'ai un peu dépassé. Je suis là. Si jamais on vous pose des questions, je suis là maintenant, après, mais voilà. Merci beaucoup.